S'il y a bien deux scènes qui nous ont tous choqués dans Boruto, c'est clairement le coup du kunai dans l'œil de Sasuke et la mort de Kurama. Vraiment, en quelques minutes, les deux ninjas les plus puissants du manga se sont fait nerfer comme jamais. Et pour le coup, ça a pas mal gueulé parmi les fans. Mais est-ce que Kishimoto et Kodashi avaient vraiment le choix? Est-ce que ces deux anciens protagonistes n'étaient pas devenus bien trop puissants pour pouvoir continuer l'histoire avec Boruto? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va voir aujourd'hui. Allez, c'est parti! D'ailleurs, si toi aussi tu t'entraînes pour avoir une puissance aussi abusée que Naruto et Sasuke, pas le choix, faut bien t'hydrater lors de tes sessions. Et pour ça, rien de mieux que notre sponsor du jour, Oli. Vous le savez, Oli, il rigole zéro avec l'hydratation et la santé, avec des recettes sans sucre, sans taurine, mais pleines d'arômes et de colorants naturels pour te maintenir au top de ta forme. Et si toi aussi tu cherches à canaliser ton énergie comme nos deux ninjas légendaires, leur gamme énergie est parfaite pour toi. Toujours aussi saine et sans sucre, ni ingrédients artificiels, elle utilise de la NuCaf, une caféine cristallisée pour un boost longue durée sans le crash de caféine. Clairement plus efficace que le Barion de Naruto. Après, si tu préfères plutôt te détendre avec une boisson fraîche en lisant ton manga préféré, là aussi Oli a pensé à toi. Avec sa gamme Ice Tea, bourrée de goût, d'antioxydants et de vitamines. Mon préféré franchement, c'est toujours le White Peach que je trouve juste incroyable. Et là encore, on retrouve la NuCaf sans les inconvénients de la caféine basique. En plus de ça, Oli c'est aussi un choix éco-responsable, vu qu'avec leurs produits en poudre, un pot équivaut à 50 canettes. Donc, moins d'emballage pour plus de saveur et une hydratation toujours au top. Donc si toi aussi, tu veux profiter d'une hydratation saine, reboostante et éco-responsable, clique sur le lien en description ou flash le QR code à l'écran. En plus, avec mon code ALCOR5, tu gagnes 5 € de réduction sur ta première commande. Et avec mon autre code ALCOR, tu bénéficies en plus de 10% de réduction sur toutes tes commandes. De quoi bien en profiter pour commencer avec un starter set qui contient un shaker bien stylé et plein de goûts différents à tester pour trouver ton préféré. Sur ce, moi je retourne bien hydraté pour tester la fameuse toute puissance de Naruto et Sasuke. Et je remercie encore une fois Oli de leur soutien. À la base, dans Naruto, on part sur un duo de rivaux classique. Un cancre qui va devoir apprendre à se dépasser pour arriver au niveau des autres, et un surdoué qui va devoir vraiment se donner à fond s'il veut pas perdre face au vulgaire cancre de son équipe. Et franchement, leur progression, quand ils pensent, elle était hyper cohérente. À chaque nouvel adversaire de dingue qu'ils doivent affronter, Naruto et Sasuke trouvent toujours une solution pour gagner et en sortent grandir en termes de puissance. Un coup grâce à leur stratégie et leur travail d'équipe dans des conditions mortelles, un autre grâce au power-up que l'un ou l'autre débloque, et pareil pour les techniques et leur façon de les utiliser. Globalement, Naruto et Sasuke sont au-dessus des autres, mais les autres ninjas de leur âge ne restent pas à la traîne non plus, et ils ont tous, ou presque, leur moment de gloire. Et malgré toute la puissance que sortent Naruto et Sasuke durant leur combat dans la vallée de la faim, on sait qu'il reste encore des personnages qui sont bien au-dessus d'eux. Ok, ils sont forts, mais c'est pas les seuls. Et il en existe d'autres encore plus forts, comme Kakashi, les Sannin, les Kage, et évidemment, l'Akatsuki. Dans Shippuden, là, les Bug, ils sont plus vieux, donc faut en imposer direct. Naruto, il claque sa meilleure transformation à 4 queues, et Sasuke, lui, il flex comme jamais, avec son Chidori amélioré et la maîtrise de sa marque maudite. Mais en vrai, c'était pas si OP que ça dans un monde où tous les autres se sont améliorés. Bon, certes, pas autant, mais quand même. Et puis mine de rien, il leur restait toujours des obstacles limite infranchissables, comme Pain ou Itachi. Des obstacles pour lesquels ils ont dû se préparer, s'améliorer et se donner à fond dans des combats tout sauf gagnés d'avance. D'un côté, t'avais Sasuke qui nous montrait toute l'étendue de sa maîtrise du ninjutsu, du genjutsu et des techniques d'Orochimaru. Sans parler de sa strat de malade pour balancer son Kirin, qui est juste trop stylé quoi. Et malgré tout, il gagne de justesse face à son frère, qui lui a envoyé du Tsukuyomi, de l'Amaterasu et même du Susanoo. En vrai, Itachi l'a plutôt laissé gagner, mais ça a quand même permis de montrer toute la puissance de Sasuke. Un combat qui nous a aussi permis de voir enfin le plein potentiel un petit peu chelou du Sharingan. Côté Naruto, là aussi, niveau strat, il a été très bon dans sa gestion du mode ermite pour déjouer les attaques de la plupart des Pain, grâce à une bonne gestion du multiclonage et des Rasen Shuriken. Pourtant, malgré toute sa force à ce moment-là, ça n'a pas suffi, et il aura fallu le sacrifice d'Hinata pour qu'il nous sorte un nouveau power-up de malade, avec lequel il a bien défoncé Pain, avant de reprendre le contrôle et finir le combat lui-même. Alors ok, il a eu besoin de l'aide de Kyuubi pour se dépatouiller, mais dans l'arc Hidan et Kakuzu, Naruto est devenu plus fort par lui-même en apprenant de nouvelles techniques, puis il a eu le mode ermite pour faire face à Pain. Mais là où tout part vraiment trop loin, trop vite, c'est évidemment pendant l'arc le plus controversé du manga, la 4ème grande guerre ninja. Là, en termes de boost pour Naruto, c'est juste une dinguerie. Genre, je sais pas si c'est pour compenser contre Naruto et Shippuden, le Bug, il a rien pris de nouveau, contrairement à Sasuke, mais là, avec le mode chakra de Kyuubi, ils sont abusés de ouf. Là, il devient vraiment l'arme ultime de cette guerre. Déjà,
parce qu'il est capable d'envoyer des clones pour aider tous les champs de bataille, mais en plus c'est le seul à pouvoir détecter les Zetsu blancs qui sont passés pour des ninjas de l'Alliance. En plus de ça, on te montre au calme que là, le niveau Kage, il a turbo dépassé, mais genre littéralement. Déjà il trace sans problème l'actuel Raikage avec son vrai corps, et c'est plutôt impressionnant comme premier feat, vu qu'on le compare à son père, le 4ème Hokage. Mais le plus dingue, c'est tout ce que ces simples clones ont fait. Genre, il y en a un qui défonce le 2ème Tsuchikage en seulement 2 coups, et finit par vaincre le 3ème Raikage en mode Hermite, après un premier fight en mode Chakra de Kyuubi. Tandis qu'un autre aide Mifune à s'occuper de Kimimaro et de la vieille Shio. Tout ça, le même jour. Après ça, c'était encore la farandole de nouveaux pouvoirs. Pour Naruto avec le mode Kurama et le mode Biju pour affronter Obito et Madara, jusqu'à ce que Sasuke le rejoigne. Un Sasuke qui, lui, n'a pas eu trop à montrer la vraie force de son Mangekyou Sharingan éternel jusque-là. Alors ok, avant son opération, on l'avait vu mettre à mal l'actuel Raikage et le Kazekage Gaara, mais c'est tout. Il a pas fait grand chose face à Kabuto. Dans ce combat, on retient plus Itachi. Mais là, quand Naruto Sasuke s'associent pour le mode Biju Susanoo, c'est juste un délire. En très peu de temps, ils ont complètement éclipsé tous les autres shinobi de leur univers. Genre, il restait que les Hokage ressuscités qui avaient le niveau et Guy. Et ensuite, Obito et Madara, évidemment. Sauf qu'avec le Rikodo Boost pour affronter Kaguya, c'était encore pire. Là, clairement, ils avaient un niveau divin avec Naruto qui peut voler, invoquer des boules noires qu'utilisait Obito, et même envoyer des Giga Rasengan inspirés du chakra de tous les démons à queue. Sans parler de sa forme Biju qui est juste terrifiante. Quant à Sasuke, il obtient un Rinnegan surpuissant grâce auquel il peut intervertir les gens et créer le plus puissant Susanoo jamais vu. Ah, et il a les pouvoirs des 6 chemins, comme Pain. Alors ok, c'est peut-être moins impressionnant que Naruto, mais quand même, en peu de temps les Boogs, c'était devenu des dieux. Et clairement, là où ça se voit le mieux, c'est dans le film The Last. Ici, quand Tenori envoie ses météorites sur tous les villages, les Kage ils en chient juste pour en détruire des petits bouts. Et face à un morceau bien plus gros, même en s'y mettant à plusieurs, les ninjas ne font que le couper en deux. Alors que Sasuke, lui il arrive comme une fleur, et le défonce au KLM, et il se barre comme ça. Ce que je trouve bien dommage, parce qu'il avait vraiment son meilleur design. Et pendant ce temps, t'as Naruto qui se bat à lui tout seul, sur la lune, contre un putain d'Otsutsuki, donc un gars de la famille de Kaguya. Et il va bien le défoncer comme il faut, là où à l'époque de Kaguya, il avait besoin d'aide. Et vraiment, à la fin de l'œuvre, Naruto et Sasuke, ils éclipsent tellement tout le monde, que même les Kage en comparaison, c'était juste des PNJ pour admirer leur puissance. Comme dans le combat final du film Boruto contre Momoshiki. Genre, pour vous donner un exemple, là c'est l'équipe à 100% sa puissance, et là maintenant, elle est à 99%. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un vrai problème pour leur univers. De base, les démons à queue, c'était un peu comme des bombes nucléaires, que possédaient les différents pays comme moyen de dissuasion. Sauf que là, non seulement ces démons, ils sont libres, mais en plus ils sont potes avec Naruto. Naruto, qui est à lui tout seul, équivaut à tous les démons à queue réunis, tellement il est OP maintenant. Et comme ça ne suffisait pas, ben Konoha, ils ont aussi Sasuke, alias le soutien de l'ombre du Hokage, qui lui aussi est une vraie arme vivante avec son Rinnegan combiné à son Mangekyou éternel. De quoi bien casser l'équipe des forces entre les différentes nations. Non, vraiment. Si Naruto le voulait, il pourrait sans problème envahir tous les autres pays, juste avec Sasuke. Genre à partir de la fin de Naruto, à eux deux, ils pourraient prendre tout le verse, et personne ne pourrait les arrêter. Mais bon, comme ils sont gentils et que Naruto a mis fin aux guerres, ça passe. Mais vraiment, tout le délire autour de l'ermite Rikudo et son histoire d'enfant de la prophétie, qui leur rajoute un boost juste abusé, ça casse complètement la progression jusque-là censée de Naruto et Sasuke. Ils étaient pas devenus forts juste parce que c'était leur destin, mais parce qu'ils en ont chié pour en arriver là, jusqu'à battre Pain et Itachi. Alors ok, Naruto, disons qu'il avait les bons gènes, le bon entourage, et surtout un démon dans le bide, et que Sasuke aussi, enfin... sans Kyuubi quoi, mais lui en plus il avait beaucoup de nouveaux pouvoirs en mode presque il fait le café, mais c'était pas aussi abusif que le Rikudo Boost. Et pour vous dire, avec ça et l'arrivée de Kaguya, on est passé de on est des ninjas qui se font la guerre à on affronte une espèce de déesse alien d'un autre monde. Tout ça en seulement quelques heures dans l'univers. Non, sans déconner, le power creep il est insensé. Et forcément, avec une puissance pareille et une suite qui arrivait, il a fallu changer pas mal de choses. Maintenant que Naruto est fini et que le nouveau protagoniste n'est autre que son fils Boruto, âgé de 12 ans, il va falloir trouver des moyens d'adapter tout ça à l'échelle de ce nouveau personnage. Bah oui, c'est quoi le challenge pour Boruto s'il est protégé par son daron la puissance divine ou par son tonton Sasuke et son Rinnegan de la mort qui tue? Surtout que là, on est dans un monde complètement différent. Désormais, le monde est en paix, les différents pays prospèrent et la technologie a tellement évolué qu'on pourrait croire que n'importe qui peut devenir shinobi. Désormais, le scaling a changé puisque les ennemis ne sont plus des shinobi du passé revenus se venger à coups
de démons à queue, mais carrément d'autres membres de la race de Kaguya venus d'autres dimensions. Et ces espèces d'aliens, ils ont des fervents alliés que sont les cyborgs à l'ADN d'Otsutsuki du groupe Kara. Alors du coup, comment on fait pour que Boruto soit à la hauteur, tout en ayant des ennemis qui soient pas ridicules si Naruto et Sasuke s'en mêlent? Déjà, va falloir que les nouveaux antagonistes, ils envoient du pâté. Et pour ça, on va leur donner plein de pouvoirs uniques trop pétés dont on n'a jamais entendu parler avant. Déjà, vu que c'est des cyborgs avec des capacités très similaires à ce que pouvait faire Juzo, eux, leur corps c'est clairement une arme qui peut presque tout faire. Genre Delta qui pouvait absorber et renvoyer les jutsu avec ses yeux, Boro le tas de muscles qui pouvait relâcher un puissant virus auquel il était immunisé, en plus de se régénérer, Code et ses griffes qui laissent des marques pour stepper, Daimon qui envoie automatiquement toutes les attaques contre lui, ou Kashin Koji qui est littéralement clone jeune de Jiraiya. Mais en plus de ça, on te sort de nulle part de nouveaux dojutsu au pouvoir complètement craqué, genre Ishiki et son Kokugan qui permet de se rétrécir ou de rétrécir tout objet dans son champ de vision, en plus de pouvoir stocker ce qu'il veut dans une autre dimension. Alors, c'est déjà un peu, voire même très OP, mais ça ne vaut pas le Senringan Dada. Avec ça, elle peut voir et entendre tout ce qui se passe, peu importe l'endroit ou la dimension. Ah, et comme si être quasiment omnisciente ça suffisait pas, quand tu l'approches, t'y peux rien. Elle te charme et donc tu peux pas l'attaquer. Mais en plus, elle a inconsciemment découvert qu'elle pouvait être omnipotente. Ce qui a pour effet d'échanger l'histoire de Boruto et de Kawaki aux yeux du monde en espérant se faire aimer par ce dernier. Ouais, elle est très loin l'époque où on te disait que les trois plus grands dojutsu, c'était le Rinnegan, le Sharingan et le Byakugan. D'ailleurs ce dernier, je pense qu'on l'a vraiment tous oublié. Puis en vrai, ça ridiculise complètement le Tsukuyomi éternel qui demandait un bête de setup, alors qu'elle, elle fait mieux que ça, en mode normal et sans faire exprès. Alors ok, les méchants, ils sont turbo forts, mais du côté Boruto, on fait comment? Bon, déjà Boruto, il part pas de zéro non plus. C'est un très bon élève qui maîtrise bien plus de techniques que Naruto et Sasuke au même âge, en plus d'utiliser celle de son daron, mais différemment. Mais en plus de ça, après sa rencontre avec Momoshiki Otsutsuki, il va se retrouver à être l'hôte de ce dernier, lui donnant un Kama, lui permettant notamment d'absorber n'importe quelle technique. Mais en plus, il peut éveiller la conscience de Momoshiki, histoire de profiter un peu des pouvoirs des Otsutsuki, même si bon, il a zéro contrôle là-dessus. Alors ok, tout ça est très cool, mais dans la première partie de Boruto, ça suffit clairement pas. Surtout qu'il y a toujours Naruto et Sasuke qui peuvent encore bien se battre contre Kara, comme l'a prouvé Naruto en défonçant Delta. Du coup, pour laisser de la place à la génération de Boruto, il faut clairement les nerfer. Mais avant ça, on va sacrément diminuer leur puissance et l'impact de leur feat. Déjà en diminuant l'importance de Kaguya, en disant que cette terrible grande déesse du chakra qui avait failli détruire le monde Shinobi, en fait, elle faisait partie de la classe inférieure des Otsutsuki. Et que, en plus, le vrai boss final des Otsutsuki, c'est un certain Shinbei, qui possède le Byakugan, le Rinnegan et le Senrigan. Ouais, super la douche froide. Mais en plus, on va te ressortir une excuse qu'on n'avait pas vue depuis très longtemps dans Naruto, celle des réserves de chakra. Non, là, vous rêvez pas, c'est bien Sasuke qui est en galère de chakra, alors qu'il a 10 fois moins utilisé de techniques aussi abusées que face à Momoshiki. Ah bah putain, si je m'attendais à ça. Non mais, sans déconner, il se passe quoi là? Dans pratiquement tous ses combats dans Boruto, il fait 2 attaques et il est fatigué. Genre c'est quoi ça? Mais en plus, histoire d'expliquer pourquoi Naruto et Sasuke galèrent contre le nouveau méchant qui était Ishiki, on te sort qu'en fait lui, contrairement à Kaguya, il fait partie du clan principal des Otsutsuki et qu'il est donc bien plus fort. Une force tellement grande que notre ami Naruto va devoir sortir une ultime transformation, le mode Baryon. Une transformation si puissante qu'elle va cramer tout le chakra de Kurama. À la suite d'un combat quand même très stylé. Donc ouais, sacrée coïncidence que ça tue Kyuubi comme par hasard quand Boruto est dans une impasse en termes de puissance. Et puis, comme ça suffisait pas, hop, voilà que Boruto se fait posséder par Momoshiki et fonce transpercer l'œil de Sasuke sans qu'il ne capte rien. Non mais... sérieusement? Genre c'est comme ça qu'on nerf le Rinnegan? Non, parce qu'on parle quand même d'un super œil qui est un peu censé tout voir, en plus de permettre d'échanger de place avec tout et n'importe quoi. Et en plus bon, le Sharingan, il est censé voir un petit peu au ralenti. Donc normalement, jamais de la vie se fait avoir. Normalement, ça aurait dû se passer comme ça. Ah bah voilà, ça, c'est une version plus réaliste. Et puis même, je trouve ça insultant de se faire crever un œil par un kunai. Alors en soi, oui, c'est logique parce que ça coupe, sauf que dans les faits, les kunai n'ont jamais été très utiles, à part pour couper les cheveux de Sakura. Bon, en même temps, quand t'as des super techniques, les petits couteaux, on s'en fout un peu. Alors ok, Naruto et Sasuke sont nerfés, mais est-ce que c'est suffisant pour remettre Boruto au premier plan? Eh bien, malheureusement non. Et l'auteur va pas prendre de gants pour trouver la solution.
Après le combat final contre Ishiki, c'est clair que Naruto et Sasuke n'étaient pas mieux de leur forme. Donc c'est chaud tu dis, mais au niveau des antagonistes, c'est pareil, vu qu'ils venaient de perdre leur big boss. Et le problème, c'est que même sans Kurama, Naruto restait quand même assez fort avec son mode armée sous le coude. Du coup, ça posait encore problème, alors, aux grands mots, les grands remèdes, et Kawaki, que Naruto considérait comme son fils, va virer méchant. Ayant peur que Boruto se fasse complètement posséder par Momoshiki et détruise le monde, Kawaki a décidé de prendre les choses en main. Il a alors trahi Naruto et l'a scellé avec Hinata dans une autre dimension grâce au Kukugan hérité d'Ishiki dont il devait être le réceptacle. Après ces dingueries, il se rallie à Ada avec l'objectif de tuer Boruto. Sauf que dans ce conflit, Ada va activer inconsciemment son omnipotence, échangeant la vie de Boruto et Kawaki aux yeux du monde. La seule qui n'est pas affectée, c'est Sarada Uchiwa, qui va alors convaincre son père de la vérité, permettant à Boruto d'avoir son maître Sasuke avec lui. Alors là, on pourrait penser que c'est équilibré maintenant, vu que Sasuke, de toute façon, il a plus son Rinnegan, et que lui et Boruto peuvent pas trop faire grand chose, vu qu'ils sont les cibles à abattre aux yeux du monde. Eh ben, faut croire que pour l'auteur, c'était pas encore suffisant, puisque cette fois-ci, c'est Sasuke qui va se faire sceller. À peine un an après leur départ de Konoha, Boruto et Sasuke vont se faire attaquer par les sbires de crasse de code, créés à partir de morceaux de Jubi. Et c'est en se sacrifiant pour sauver son élève que Sasuke va devenir un arbre. Oui, c'est assez triste. Et comme ça suffisait pas, sa transformation en arbre va donner naissance à un nouvel antagoniste, le Shinju Hidari, un être inspiré de Sasuke et qui semble pour l'instant chercher un peu la raison de son existence, et ne cible que Sarada pour consommer son chakra. Désormais, Naruto et Sasuke ne sont plus des entraves à l'évolution de Boruto, mais des objectifs. Boruto, qui, à l'inverse de son père, avait tout dès l'enfance et était protégé par ses deux figures paternelles, toutes puissantes qui étaient Naruto et Sasuke à leur prime, maintenant il se retrouve sans rien, ni personne pour l'aider, et avec pour objectif final de sauver ses deux papas. Alors oui, on peut pas nier que la façon de nerfer Naruto Sasuke, elle fait vraiment cheap et carrément abusée, surtout pour Sasuke, mais en vrai, pour continuer l'histoire de Boruto, il y avait vraiment pas le choix. À la fin Naruto, ils étaient devenus beaucoup trop forts, même pour leur propre univers. Genre les Kage, les ninjas qui sont censés être les plus puissants et les plus respectés des villages, bah c'était des PNJ pour eux. En plus de ça, le manga avait complètement changé d'échelle avec Kaguya, qui était une alien avec la puissance d'un dieu. Alors forcément, faut trouver des moyens, non seulement pour mettre Naruto Sasuke sur la touche, mais aussi pour que Boruto puisse grandir. Ce qui a aussi permis de donner un environnement favorable à l'amélioration de Boruto pour qu'il se démarque vraiment de son père. Non, parce que s'il avait juste été puissant grâce à Momoshiki, ça aurait été presque pareil que Naruto avec Kyuubi au début. Alors que là, dès le début de tout Blue Vortex, tu vois que Boruto il en a chié pour devenir un vrai monstre de puissance. C'est un ninja déserteur, capable d'utiliser des techniques de son grand-père, et même son propre Rasengan Uzuiko, qui peut non seulement être dévastateur, mais en plus te laisser dans un état de vertige semi-permanent. Et ça, c'est que le début. Alors oui, on peut facilement critiquer le traitement apporté à Naruto et Sasuke dans Boruto, et surtout la façon dont ils étaient nerfés, puis scellés. Mais en vrai, est-ce que l'auteur avait vraiment le choix? Quand on y pense, c'est assez rare les gros shonen comme Naruto qui continuent d'étendre leur univers avec un nouveau protagoniste. Dans ce genre de cas, tu peux soit faire comme DBS et garder les protagonistes de base, mais juste en changeant de scaling, soit tu peux carrément changer de héros, mais aussi d'environnement, comme pour Yu-Gi-Oh! Ou encore faire comme Senseiya Omega, et mettre l'ancien protagoniste de côté, en mode c'est une légende. Mais là, il n'y avait pas trop le choix. Soit ils prenaient la facilité et gardaient leur perso comme DBS, soit ils se débarrassaient de Naruto et Sasuke. Et si tu gardes Naruto et Sasuke, ça va faire comme dans la partie 4 de Jojo, où l'ancien protagoniste est plus fort que le héros de la partie, où il finit carrément le méchant. Et c'est quelque chose qui est assez souvent reproché à Diamond is Unbreakable. Et évidemment, il pouvait pas du tout se permettre de tuer deux icônes pareilles. Tous les fans auraient gueulé comme dans The Last of Us 2, genre il fallait une solution intermédiaire. Et même si la façon de faire n'est pas parfaite, je trouve qu'au final, la situation actuelle du manga Boruto to Blue Vortex est assez intéressante et se démarque clairement de l'histoire de son père sur bien des aspects, même si j'avoue avoir un peu de mal sur la DA des persos. Et vous en avez pensé quoi ce nerf? Ça vous a trop saoulé pour aimer Boruto ou bien vous avez réussi à faire avec? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je suis curieux de connaître votre avis sur la question. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de persos qui pourraient aller avec ce format, n'hésitez pas à me le proposer en commentaire. Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour faire exploser les pouces bleus, à partager la vidéo en masse et à vous abonner en activant la cloche. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine, ciao!